Voilà. Et ben, si vous le voulez bien, messieurs, on va commencer par parler du calendrier F1 qui est officiel. Là, ça y est, on n'aura pas de gros Ça y est. changements apparemment, d'après la FIA, à moins que le Covid sévisse de nouveau dans certains pays. Mais normalement, c'est bon. Il y a Portimao qui a fait son entrée pour la troisième manche de cette saison. Donc Portimao qui revient Mhm. après avoir fait l'apparition l'année dernière. Exactement. D'après mes souvenirs, c'était un bon circuit Portimao l'année dernière. C'était une bonne course à suivre. Et normalement, Prolongé un petit peu. on devrait voir l'arrivée du circuit de Pays-Bas, normalement, hein, parce que normalement ça devait être la saison dernière, mais par Covid, on Eh n'a pas oui. eu l'occasion de la voir. Par contre, au Vietnam, ça on s'en fout. En Vietnam, on ne le verra pas du coup. Moi, j'ai pris de bons moments à rouler au Vietnam, c'était sympa et tout, Mais rien que mais par par curiosité, rapport à... j'aurais aimé le voir quand même Oui, une et fois, tu pareil. vois. Genre juste pour voir, mais dommage qu'on n'en aura pas l'occasion du coup. Et c'est Bah, bizarre qu'il refasse pas son arrivée du coup. Mais vas-y, le dis. problème, non, je disais le problème, c'est toujours la même chose. Cet architecte, hein, Tilk, qui fait toujours des circuits comme ça, un peu à la serpe. Mais au moins, je pense que tout le monde est d'accord pour dire on aurait au moins aimé voir une session dessus en IRL. Parce que c'est vrai que bon, après, chaque circuit, on n'aime pas dans le jeu. Mais moi, j'aurais bien aimé quand même voir Bah les gens ouais, tourner pareil. là-bas. Juste par Ouais. curiosité, voir comment ça se Ouais. passe et tout. Parce que là, le vrai circuit nouveau, la vraie nouveauté cette saison, ça va être le circuit d'Arabie Saoudite, si je dis pas de conneries, qui va être Mhm. avant Abu Dhabi. Ouais. C'est bien Euh, ça. ouais, donc le 3 décembre au 5 décembre. Et d'accord. À Jeddah, on peut partir à peu près sur la même configuration météorologique hein, que sur Bahreïn ou sur Abu Dhabi. Mais, mais c'est vrai que ça va apporter. Bon, de toute façon, on le voit, il y a un désir de la part de la FIA de regrouper les circuits plus en termes De continent, ouais. de continent, ouais, et puis de finir C'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Au bah, moins, cause-Covid. Hein. ça fait moins d'aller-retour en avion et tout, puis au moins, tu vois, ça fait de vrais changements, quoi. Et les transitions sont pas trop dégueulasses en vrai. À part, bah, au début, tu fais Bahreïn-Italie, mais après, tu vois, tu passes d'Italie, Russie, Singapour. Donc la Mm. transition Europe-Asie, ça le fait, je trouve. Et après, tu vas du côté des États-Unis, Mexique, Brésil, Australie, puis tu retournes du côté des pays arabes. Donc, euh, donc en vrai, Et ça peut être pas mal, ouais. pas trop de grosses nouveautés, mis à part qu'on va avoir un mois sans F1 pratiquement, entre la Hongrie et la Belgique, du coup. Mm. 3 semaines, Et on va oui. avoir beaucoup de temps aussi entre Bahreïn et l'Italie, hein. Effectivement, ouais, 3 semaines entre Donc Bahreïn et Italie. on va avoir Bahreïn et puis on va pouvoir redormir un peu, C'est quoi. ça. Il y a Bahreïn et 3 semaines de vacances après, quoi, c'est nickel. Voilà, c'est ça. En plus, ça va être Imola en Italie, parce qu'il y a deux circuits d'Italie cette saison. Eh oui, Il y a retour Imola et d'Imola, Monza. ouais. Et du coup, là, on va passer au. Bon, on va parler vite fait des pneus qui vont été choisis du coup pour chaque circuit d'après Pirelli, si je dis pas de conneries. Mhm. Non, bon, il y aura toujours les trains de pneus hard, medium, soft. Mais bon, je reste toujours, bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais je reste toujours très perplexe sur la capacité de Pirelli à assurer un spectacle de qualité. Bah, il y a beaucoup de problèmes avec Et, leurs pneus, j'ai l'impression, moi, personnellement. Je sais bah pas ouais, pour ouais. vous, mais là, cette saison, il y a eu plusieurs grands prix qui ont été entachés à cause de la fiabilité des pneus. Après, on parle toujours de Michelin. Là, Michelin a perdu le contrat en WRC, en rallye, justement au profit de Pirelli. Est-ce que ça ne veut pas dire que Pirelli va s'investir plus dans le rallye, sachant que c'est peut-être des pneus qui sont plus adaptés, et puis à terme, la F1 passerait chez un autre manufacturier. Ce serait effectivement logique avec les performances des voitures, parce que de chaque année, ça va de plus en plus vite. Bah, Michelin, je les vois mal faire un retour en F1 avec les problèmes qu'ils ont eu. Et Bridgestone, pareil, je les vois mal aussi revenir. Je sais pas comment ça va se passer pour les pneus en F1, mais il y a peut-être un problème de. De toute façon, il y a un problème de compatibilité entre les pneus Pirelli et les F1 de maintenant. Alors peut-être que ça va changer avec les 18 pouces et les nouvelles F1 qui vont arriver en 2022. Mais
apparemment, les tests qui ont été faits chez les Ferrari, ça s'est plutôt bien passé apparemment avec les 18 pouces. Donc à voir comment ça va se passer. Mais j'ai pas. De toute façon, il faudra qu'on voit l'année prochaine avec les nouvelles F1, je pense, comment ça va se passer. Mais si ça se passe mal avec les prochaines F1, je pense que Pirelli, ça va devenir très tendu du côté F1. Je pense déjà que le fait que les pilotes F2 se soient déjà bien acclimatés, parce que bizarrement, on commence par des voitures moins puissantes avec une dimension supérieure. Et au final, je trouve qu'ils sont pas trop mal débrouillés. Alors, je regarde bien sûr les courses de F2. Il y a moins de retours sur les pneumatiques et les problèmes de pneumatiques parce que c'est moins médiatique. Mais a priori, même si c'est repoussé d'une année, ça voudra dire quand même qu'ils sont capables de sortir des pneus. On va voir. Mais le problème de l'aspect technique, c'est repousser, c'est avancer, c'est toujours pour avoir toutes les planètes alignées, c'est toujours difficile. Et du coup, on va parler un petit peu de technique de circuit maintenant avec les changements qui se sont effectués, qui vont être effectués au Grand Prix d'Australie avec modification de certains virages, notamment les virages 9 et 10 et le 13 aussi. Ça, c'est pas mal le 13. Ça me plaît. Pour tous les pilotes qui arrivent en 6e au lieu de la 5e sur celui-là, sur le 11 et le 12, ça peut être pas mal. La dernière pack-up, j'en ai fait les frais. C'était ce mur. Ce virage-là, justement, il va être élargi pour que ils prennent plus large les F1. Et c'est surtout les 9 et 10 qui ont été. Enfin, la chicane qui a été supprimée. D'accord. Et remplacée par une courbe qui se passera à fond directement. D'accord. Donc, il y aura. Déjà, on peut la voir, de toute façon. Oui, de toute façon. Mais là, c'est qu'ils suppriment définitivement la chicane, quoi, du coup. C'est juste que là, ils vont intégrer directement la courbe au circuit, quoi. Au lieu qu'elle soit à l'extérieur du circuit. Mais l'Australie, moi, c'est un circuit qui me plaît. Oui. Mais pour débuter une saison, en général, c'est plutôt pas mal. Pour débuter la saison, je trouve ça pas mal pour un début de saison. Et puis les pilotes aussi, parce que, à part Ricciardo qui est chez lui, mais ça permet de commencer la saison un peu loin. Médiatiquement, ça baisse un peu la pression de l'Europe, puisqu'on le rappelle quand même, la plupart des constructeurs sont européens, sauf As. Mais ça permet d'ouvrir de façon plus décontractée la saison. J'ai l'impression que si on avait commencé par Monaco, par exemple. Non, je disais que l'Australie, c'est un pays qui s'ouvre, qui se prête bien à l'ouverture de la saison d'habitude. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est un pays assez festif et peut-être un peu moins guindé. Et c'est vrai que la FIA et surtout les pilotes et les écuries, c'est généralement un peu la fête là-bas. La saison commence et la bière coule à flot. Voilà. Mais du coup, voilà, si vous le voulez, on va enchaîner un petit peu avec la prochaine actu. C'est du coup la commission F1 qui a voté à l'unanimité pour un gel des moteurs à partir de 2022. Du coup, Red Bull et AlphaTauri vont conserver les unités de puissance Honda. Du coup, c'est une bonne nouvelle pour eux parce qu'ils étaient un petit peu dans l'embarras suite au retrait de Honda de la F1. Pour moi, le moteur Honda, c'est l'un des meilleurs sur le marché. Puis il fait un très bon son, je trouve. Un son de moteur qui est vraiment pas mal du côté d'Honda. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Karmar. Pour l'avoir entendu en vrai, ça pète. Ça pète. Non, c'est sympa en plus. Ouais, vraiment, en rétrogradage en plus, c'est vraiment sympa. Genre, c'est une explosion, c'est un pur plaisir. Contrairement aux autres qui sont un peu plus linéaires et tout. Le Mercedes, c'est horrible d'ailleurs. Oui. Mais ouais, non, c'est sympa. Je sais pas comment ils ont réussi à obtenir ce gel de moteur par contre. Il y a que moi qui se pose cette question ou... Un petit billet, je pense. Non, en vrai, moi, ça m'a perturbé aussi, je trouve. Mais parce qu'ils étaient vraiment partis pour être dans la merde, Red Bull. Mais est-ce que la menace qu'ils ont fait à la F1 en disant qu'ils allaient partir, est-ce que ça a marché ou est-ce qu'il y a eu... C'est pas impossible que ça ait marché, honnêtement. C'est vraiment pas impossible. Parce que le problème de la F1, c'est que ça coûte énormément de thunes, donc il n'y a pas d'autres écuries qui veulent rentrer en F1 pour l'instant. Qui peuvent pas, tout simplement. Oui, c'est ça, ça coûte trop d'argent, donc je sais pas, peut-être que puis même Red Bull, ça commence à faire partie du paysage de la F1 depuis... du patrimoine, depuis un ça moment, commence à faire beaucoup, donc peut-être que la F1 n'a pas voulu envisager des saisons F1 sans Red Bull, donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont rétro-pédalé, je sais pas du tout.
Mais en tout cas, ça fait bien les affaires de Honda. Et puis de toute façon, toutes les autres écuries ont voté en faveur de ce gel. Donc j'imagine qu'ils étaient en accord aussi. Donc, mais il y a Azofri qui dit il fait un bruit chelou à bas régime, je trouve. Alors pour toi qui l'as entendu en réel, Karmar, est-ce que tu trouves ça vrai ou... J'ai pas ce souvenir, tu vois. Après, c'est pas impossible que, je sais pas, peut-être il broute ou peut-être il gratte ou un truc comme ça, mais non, j'ai pas forcément ce souvenir. C'est vraiment genre, pour parler un peu, c'est vraiment pour moi le moteur Mercedes qui faisait vraiment un bruit totalement horrible. Pit limiter 80, ça t'arrache les oreilles, c'est juste immonde. Mais le Honda m'avait pas choqué plus que ça, tu vois, donc... Ah, tu vois, moi, celui qui m'avait plus choqué, c'était celui-là de Ferrari, justement, moi. Au niveau bruit. Celui de Ferrari, je sais pas, il a un bruit de tondeuse, je trouve. Je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne dans son moteur à Ferrari. Comparé, justement, à Honda, où Honda, le son est, je trouve, beaucoup plus harmonieux à l'oreille. Alors que celui de Ferrari... Mercedes, je trouve qu'il a pas d'âme, le bruit. Enfin, c'est vraiment un bruit juste constant. Mais alors Ferrari, je sais pas, il y a un truc qui me gêne, qui me titille. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais je pense juste c'est parce qu'il spin en fait. Il y a une corrélation. Il passe pas la sixième. Ouais, c'est ça. C'est pour le gain de poids. Je comprends la question, enfin le fait de Azofri qui fait un bruit chelou. C'est un bruit, il a un bruit de fauve en fait, ce moteur à bas régime. Et effectivement, on a vraiment l'impression qu'il ronronne, mais de façon pas toujours régulière, le Honda. Mais c'est pour moi, avec le moteur Renault aussi, qui fait un joli bruit. J'ai eu la chance que moi d'entendre en réalité le moteur Renault. Mais c'est des bruits qui sont vraiment particuliers. Alors il faut savoir aussi que les écuries travaillent aussi sur ce point-là. Parce que les écuries de F1 sont les laboratoires aussi des voitures modernes, comme sur certaines Porsche ou électriques ou voitures, enfin pas Porsche électrique, mais voitures électriques où on rajoute des bruits de moteur. La sonorité est hyper importante au niveau des moteurs et je sais qu'ils y attachent beaucoup d'importance. On va parler du retour en compétition de Juan Manuel Correa, qui a été impliqué dans l'accident avec Antoine Hubert. Avec Antoine Hubert, ouais. Qui fait son retour du coup chez Art GP, donc il revient de très très loin du coup, Correa qui s'était fracturé les deux jambes. Ouais, les deux jambes, et c'était vraiment. Il était limite de l'amputation des deux jambes. Puis du coup il revient en compétition chez Art. Du coup c'est plutôt cool, je trouve, de pouvoir le revoir en F3. Bon, je sais pas s'il ira plus loin que la F3 parce que. J'imagine que ses capacités restent limitées quand même, parce qu'il a quand même subi de nombreuses opérations au niveau des deux jambes. Mais voilà, c'était juste pour en parler, parce que c'est une news qui a fait plaisir quand même à voir et à entendre pour quelqu'un qui a quand même subi l'enfer, hein, mine de rien. Ah oui, puis qui doit avoir quand même pas mal de difficultés à dormir par rapport à son copain qui est décédé sur la piste. C'est un accident tragique. Je pense que le meilleur moyen pour lui, c'est de remonter dans une monoplace. Effectivement, bon après, ça sera peut-être plus en termes de thérapie qu'en termes de résultats que ça va servir. Mais c'est toujours, c'est là comme Grosjean qui remonte dans une IndyCar. Voilà, c'est des gens qui sont passés quand même à côté d'une expérience c'est terrifiante, c'est clair. terrifiante totalement quand on fait ce qu'on aime et un sport qu'on aime. Que ça s'arrête comme ça de cette façon, c'est brutal. Est-ce que toi tu suis la F3 un petit peu, Karmar, ou tu suis que la F1 ou la F2 peut-être? J'ai malheureusement pas forcément le temps de suivre les autres catégories, mais sur ce retour là de Correa, franchement, beau gosse en fait, c'est clairement le boss, hein, c'est incroyable qu'il puisse remonter dans une monoplace comme ça et de pouvoir faire un championnat de F3, c'est pour la symbolique, c'est vraiment top. C'est clair. Il revient de loin. Et il revient de très très loin, et puis de toute façon, lui, il le dit, hein, pour Antoine, de toute façon, il roulera, donc c'est un très très beau geste, et c'est vraiment très très appréciable. C'est ça en fait, ça prend une dimension humaine aussi, plus que lui. On pourrait comparer ça à un accident
graves de d'autres pilotes, mais qui ont engendré un accident, enfin un tragique événement. Je pense que lui, il a à cœur aussi de participer à ça. Ouais. Et pour finir avec les news, générales, j'ai envie de dire, on va parler un petit peu de Netflix, puisque la saison Drive to Survive va arriver le 19 mars. Et je pense qu'on est tous d'accord avec le chat, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que on attend avec impatience la saison 3. On a failli ne pas avoir de saison Netflix, hein, vu qu'on n'est pas passé loin de l'annulation de la saison dernière. Ouais. Et ça serait dommage de passer à côté de la victoire de Pierre Gasly sur Netflix quand même. Ça aurait été bien dommage. Je sais pas combien par contre pareil, ils étaient bien. À ce qui paraît, ils étaient peut-être pas chez AlphaTauri, mais quoique je crois qu'ils étaient chez AlphaTauri à ce moment-là, Netflix. Donc on risque d'avoir un épisode assez exceptionnel. Hein. Ouais, je pense aussi. Ça va être pas mal. Bah, en tout cas, ça fait plaisir que Netflix s'implique autant dans la F1 en tout cas. Parce que au moins ça permet d'avoir un nouveau support média pour la F1, puis ça ramène du monde. Enfin des nouvelles personnes surtout qui s'intéressaient pas forcément à la F1. Exactement. Et puis c'est bien monté, et c'est des bonnes images de coulisses, je trouve. On voit bien tous les aspects. Surtout très haute qualité visuelle. La qualité de l'image est absolument fabuleuse sur cette série-là, bon, comme sur d'autres séries, mais là on voit vraiment quand ils s'intéressent de très près aux voitures, on a des détails qu'on n'a pas ailleurs. Mais il me semble, on en avait parlé, le pack, tu m'as dit que la saison 2, toi, t'avais paru un peu romancé, mais people un peu. Ouais, mais après, je pense que c'est voulu. Hein. Ouais, je pense aussi. Comparé à la saison 1, c'est moins technique. C'est ça, c'était moins technique. La saison 1 était plus technique, je trouvais, et sur la saison 2, on se basait surtout sur le relationnel avec, tu vois, par exemple, le départ de Gasly, Red Bull et tout. Ils ont fait pas mal d'épisodes sur Gasly et Red Bull et tout. Il y avait eu ça, il y a eu Vettel, Leclerc aussi, qui ont passé pas mal de temps. Il y avait vraiment beaucoup plus d'aspects relationnels que, tu vois... D'accord, ouais. Puis le summum, c'était le Grand Prix de Belgique, évidemment, mais ça, c'était sûr, mais... Non, ouais, vraiment beaucoup. Alors, je pense que c'est voulu, hein. Ça fait plus parler, parce que de toute façon, les résultats, on les sait en soi, nous, on les sait en avance. Mais c'est ça qui est bien, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir comment ça s'est passé avec le recul. Ouais. Et cette série, elle a au moins le mérite, comme tu le disais, comme vous le disiez, de faire connaître ce milieu, mais en plus sous un œil que nous, passionnés de F1, on connaissait pas forcément. Je sais pas, Timéo, 12 ans, elle est sortie Paint, quoi. Ça me fait chier.